Il avait la passion des mathématiques, il voulait découvrir les équations de l'univers, il est devenu cinéaste. Allez comprendre, la trajectoire de notre invité obéit à une logique qui échapperait au plus rationnel des scientifiques. Polytechnique, Saint-Cyr, Normal Sup, la diplomatie, les ministères, les très hautes responsabilités de l'administration française, une formation d'ingénieur d'élite, et puis, finalement, l'écriture, la bande dessinée, les scénarios, la fiction, le cinéma, un grand cinéma tout de suite remarqué et apprécié par le public et la critique, comme si tout ce qu'il avait fait avant, comme si tout ce dont il s'était nourri ailleurs lui avait donné une patte, un style, une signature. Cela a donné Le Chant du Loup, cela donne aujourd'hui La Bataille de Gaulle, une œuvre gigantesque à la hauteur du bonhomme, aussi intense que profonde que lui, et qui va bien au-delà des clichés sur le général, qui raconte bien plus que ce qu'on croit connaître de lui et de la période. Un récit français. Enfin parce que nous n'avions jusqu'ici qu'une version américaine de cette partie de l'histoire. Est-ce qu'on peut alors aller jusqu'à dire qu'il y a une forme de patriotisme derrière ce grand film? Est-ce qu'il y a eu une envie chez notre invité de faire exister un récit français? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Antonin Baudry. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat. Vous êtes donc le réalisateur de ce diptyque, La Bataille de Gaulle, l'âge de fer et La Bataille de Gaulle, j'écris ton nom, en ce moment au cinéma et qui marche très très bien. Quand je vois l'œuvre monumentale, le temps que ça vous a pris, l'énergie que ça vous a pris, je crois que ça a duré 6 ans ce projet. J'ai d'abord envie de vous demander comment vous allez et si vous vous sentez un peu libéré, vous aussi. Écoutez, je vais très bien et effectivement, je me sens un peu libéré. Ouais. On a rendu le deuxième film il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 jours. Et depuis, c'est vrai qu'il y a moins de pression et en plus, on commence à sentir les retours du public. J'ai fait pas mal de salles. Et à chaque fois, on a un accueil très chaud, Ouais, très, le public très agréable. accroche. Ouais. Vous êtes quand même attaqué à un monstre sacré, un mythe dont se revendiquent encore pas mal de leaders politiques, une figure de notre histoire maintes fois représentée à la télévision, assez peu au cinéma. On a en tête quand même Lambert Wilson dans le film de Gabriel Le Beaumain, De Gaulle. Qu'est-ce qu'il manquait au De Gaulle existant pour que vous ayez envie de vous attaquer à cette figure? Moi, j'avais envie de raconter l'aventure de la France libre. C'est vraiment ce qui se passe entre 40 et 44. Et c'est vraiment pas seulement De Gaulle, et c'est vrai que c'est autour de Gaulle. Bien sûr. Et c'est l'histoire de ces gens qui se sont lancés dans une cause perdue, en fait. Et qui aujourd'hui, avec le regard qu'on a, nous paraît gagner, parce qu'elle l'a été, mais qui à l'époque était une cause perdue pour laquelle les gens prenaient des risques absolument insensés. Ils étaient tous condamnés à mort en France, leur famille était inquiétée. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu jusqu'au boutiste, presque fou, en fait, dans le fait de se lancer là-dedans. Ouais. Et donc, il y a ce côté chevalerie épique et en même temps moderne que j'avais envie de raconter et qui, effectivement, à mon sens, ne l'avait pas été, en tout cas comme moi, j'avais envie de la raconter. Oui, ce qui ressort très bien dans votre film, c'est aussi la solitude de Gaulle. Ça, on le savait un peu. En revanche, son côté, comme vous dites, un peu fou, un peu irrationnel aussi, seul contre tout, seul à croire qu'il y a une autre France possible que celle qui a capitulé. Vous dites, j'ai d'abord voulu m'attacher au déni de réalité qu'on trouve chez lui, puis à sa façon de placer l'imaginaire avant le réel, ce qui est rare chez un homme d'action, dites-vous. Est-ce que cette part illogique et irrationnelle est venue aussi titiller un peu le scientifique que vous êtes? Est-ce que c'est aussi ça qui vous a accroché? Je sais pas, je pense que quand on est face à des choses qui comptent vraiment pour vous, comment dire, il y a toujours la solitude. Ouais. Qu'on le veuille ou non, il faut l'affronter. Et 2, il y a effectivement de l'irrationnel. D'ailleurs, De Gaulle lui-même le théorise dans un très beau livre, qui était le premier que j'avais lu quand j'étais ado, qui s'appelle Le fil de l'épée, où il parle justement du mélange entre l'intelligence et l'instinct. Et il explique à quel point, en fait, l'intelligence sans l'instinct, ça donne pas des trucs très bien. Ça donne pas des choses extraordinaires. Et ça peut même donner lieu à la lâcheté, ça peut donner lieu à des calculs qui finalement mènent nulle part. Et cette part d'instinct, je pense qu'elle est très présente chez lui, elle est très présente chez tous ces héros de la France libre, on va dire. Et donc, en fait, pour moi, c'est pas du tout contradictoire avec un esprit scientifique, c'est juste pas la même chose. Ouais. D'ailleurs, on l'oublie un peu, mais De Gaulle était aussi un écrivain. C'était quelqu'un qui avait un imaginaire, qui était presque un artiste et qui avait peut-être un peu cette folie aussi dont on parle. En tout cas, il avait une grande sensibilité, effectivement, à la littérature, à l'histoire. Et c'est ça qui l'a réuni avec Churchill, d'ailleurs. C'est ça qui les oppose à Roosevelt, en réalité. C'est ces deux grands romantiques, au sens justement littéraire du terme. Là où, et donc, il voit les pays, il voit les villes, il voit les peuples à travers quelque chose de sensible.
là où Roosevelt, et de manière générale, on peut dire c'est une approche globalement américaine, sans vouloir caricaturer, puis il y a toujours des exceptions, qui est plutôt rationaliste, au sens, voilà, on doit gagner telle bataille, on veut minimiser les pertes, donc on y va, et si on doit s'allier avec quelqu'un qui est moralement abject, bah, c'est pas grave, on minimise les pertes. Et c'est vrai que De Gaulle et Churchill ont pas cette approche-là. Je crois que la figure était tellement écrasante pendant l'écriture du scénario qu'avec votre co-scénariste, Bérénice Villa, vous l'aviez rebaptisé Robert. Oui, entre autres, on a donné plein de noms. Mais c'est vrai qu'on voulait pas. Non, mais c'est vrai qu'on voulait pas être pris dans le regard rétrospectif. C'était le problème. De Gaulle est tellement chargé aujourd'hui, et chargé de trucs qui n'ont rien à voir avec la période que nous on traitait. Qui principalement, on pense au père de la Ve République, on pense à l'Algérie, etc. Et en fait, moi, ça m'intéressait pas parce que je voulais me mettre dans le présent de ce type. Pouvoir me mettre à sa place et vraiment son présent, c'est que tout est perdu autour de lui et qu'il se lance dans quelque chose dans lequel il n'a aucune des qualités requises pour le faire. Il veut convaincre les Anglais, il ne parle pas anglais, il veut se battre, il n'a pas d'armée, il veut incarner la France, personne ne le connaît en France, il n'a aucune éloquence, il n'a jamais parlé en public et il ne comprend rien en politique. Et on le voit. Et on le voit. Et donc en fait, se mettre dans le présent de quelqu'un comme ça veut dire s'éloigner définitivement de l'icône qui a été créée après coup, en partie par lui d'ailleurs. Et du coup, bah voilà, ça demande une certaine discipline à l'écriture, de se dire, bah voilà, moi j'ai envie d'un enfant de 15 ans qui s'en fiche complètement a priori, ou un étranger qui s'en fiche a priori aussi, de cette histoire-là puisse voir le film. Ce qui veut dire de pas, que tout soit à l'intérieur du film. Qu'on n'ait pas besoin de références extérieures, qu'il n'y ait pas besoin de savoir des choses, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir des présupposés sur la personne. Et je vois que c'est difficile aussi pour un spectateur de rentrer là-dedans. Il y a toujours au début du film un petit moment, on se dit mais attends, c'est lui de Lou. Oui, c'est vrai. Voilà, et en fait, mais c'est normal. Et ça fait partie de ça. Ça fait partie de rentrer dans le présent d'un type. Ça ne ressemble pas à ce qu'on imaginait ou à ce qu'on pensait du général, effectivement. Ouais. Mais je pense que ça ressemble plus à la réalité que ce qu'on imaginait et ce qu'on pensait. Et ça a été difficile de l'imposer. Je pense notamment à la Fondation de Gaulle, qui a soutenu le film. Est-ce que ça a été difficile d'imposer ce pan-là de cette personnalité ? Non, parce que en fait, moi, tous mes partenaires sont des gens qui respectent ce que c'est qu'un film et un auteur d'un film. Donc, en fait, personne n'a essayé de changer quoi que ce soit. Et le choix de Simon Abkarian, ça a été une évidence ? Pour moi, oui. Vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez vu en lui qui... Son regard. Sa maîtrise du jeu aussi. Vous savez, là aussi, il joue l'instinct beaucoup. J'étais convaincu que c'était lui et personne d'autre. Voilà. Et lui, il en était convaincu ? Lui, il était surpris au début quand je l'ai appelé. Après, faut incarner le... Lui, il était surpris. Et puis en même temps, il s'est rappelé que quand il avait 10 ans, au Liban, tout le monde l'appelait De Gaulle. Juste parce qu'il était grand et qu'il était français, en gros. Mais en fait, il était né en France et tout. C'était écrit. Rien n'est jamais écrit, vous savez. C'est du travail. Mais des fois, on trouve quelque chose dans le fil de la vie qui permet de débroussailler un peu. Et puis on se dit, on y va. Outre la figure de Gaulle et sa complexité, vous dites aussi que vous avez eu envie de faire ce film parce qu'en France, on est un peu habité par un autre récit qui n'est pas tout à fait le nôtre, c'est le récit américain. Vous avez une phrase très forte, vous dites « Nous vivons sous emprise ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je pense qu'on vit dans un récit global, et pas seulement en France, en Europe aussi, qui est écrit par les Américains. Qui, globalement, si on veut le résumer... L'Europe s'est autodétruite du fait de ses démons pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains sont venus nous sauver et depuis ça, ils nous aident à être raisonnables et à nous moderniser. Et on peut considérer ça comme vrai ou pas vrai, mais ce qui compte, c'est que c'est pas nous qui avons écrit ça, en fait, du tout. Nous, ce qu'on a vécu, les figures qui comptent pour nous, ce que nos ancêtres ont vécu, c'est pas ça. Et donc, en fait, je trouvais ça important, effectivement. Pour moi, c'est important de vivre dans un pays qui a sa propre histoire et qui est capable de la dire. Et de la voir avec ses propres yeux, et qui n'est pas sous emprise du récit d'un autre pays. Mais vous, comment vous le saviez ? Pourquoi vous le saviez que c'était un récit qui n'était pas tout à fait le nôtre ? Parce que je crois qu'on n'en a pas complètement conscience. Et qu'effectivement, on le découvre un peu en regardant votre film, par exemple. Comment vous le saviez ? Ça transpire un peu de partout, quand même, je trouve. Qu'on vit sous l'emprise américaine et sous le récit américain, concernant cette période, j'entends ? Concernant cette période, quand on connaît un peu la période, oui. Moi, c'est une période qui m'intéresse, donc j'avais quand même un peu lu déjà avant. Rien par rapport à ce que j'ai fait pour travailler sur ce film, mais quand même, je la connaissais un petit peu. Et puis, ça transpire pas seulement concernant cette période, ça transpire concernant tout, en fait. Avec la sortir dans la rue, la moitié des trucs que vous verrez dans l'espace public, c'est écrit dans une espèce de sabir incompréhensible, qui est un mélange d'anglais que aucun Américain ne pourrait comprendre, ni aucun Anglais, et de français
bizarre, avec des inversions, enfin avec des tournures grammaticales qui sont absolument ni françaises ni américaines, mais qui se veulent un peu américaines. C'est plus cool. Et voilà, donc ça c'est le signe de l'emprise. Mais ces Américains, ils ont quand même débarqué. Ils nous ont aussi sauvés, à la fois sauveurs et prédateurs. C'est un peu cette complexité qui vous... Alors premièrement, cette emprise n'est absolument pas de la faute des Américains. C'est nous-mêmes. Ah oui. Ah bah de toute façon, comme Florian Le Sieur, alias Fernand Bonnet de la Chapelle, le dit dans le film, un peuple n'est vaincu que s'il s'avoue vaincu. Premièrement. Deuxièmement, si les Américains ont une emprise sur d'autres pays du monde, c'est qu'ils font bien leur boulot. On n'a absolument pas à leur reprocher ça. Et troisièmement, oui, ils sont venus libérer la France, mais on ne peut pas espérer d'une armée, d'un pays qui arrive avec toute son armée dans un pays, de ne pas avoir d'arrière-pensée et de ne pas défendre ses intérêts en même temps. Donc oui, ils sont venus libérer la France, mais pas forcément que la libérer. Et deux, il a fallu un combat pour que la France soit réellement libre après la guerre, et ce combat, ça a été celui de la France libre, justement. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans le deuxième film. Est-ce qu'il y a du patriotisme dans votre démarche de réalisateur? Et je le dis sans aucune arrière-pensée, être patriote, c'est pas un gros mot. Est-ce que vous diriez que vous avez engagé ce film de façon patriotique? Si vous considérez que vouloir vivre dans un pays capable de raconter sa propre histoire et de vivre selon ses propres valeurs, c'est patriotique, alors évidemment. Vous l'assumez, vous le revendiquez? Dans ce sens du terme, oui. Il va sortir aux États-Unis, ce film, ou pas? Vous savez s'il va être montré à des Américains? Je crois que là, tout ça, les ventes internationales sont en train de se faire actuellement. Donc, je connais pas le jour à jour. Je sais pas, j'ai pas un état des lieux chaque jour, mais là, j'ai l'impression qu'il est vendu à peu près partout. Vous seriez curieux de connaître leur réaction face à ce récit qui n'est pas le leur, pas celui qu'ils ont peut-être raconté, même si. Mais je la connais déjà en partie parce que j'ai montré le film à pas mal de copains américains que j'ai. Vous savez, j'ai vécu 5 ans là-bas. Bien sûr, je sais. Et certains de mes meilleurs amis sont américains, de tous les bords d'ailleurs. Ils ont été passionnés, très sincèrement. Et qu'ils soient plutôt d'obédience démocrate ou républicaine, etc. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on voit la Seconde Guerre mondiale, cette période-là, dans un film qui n'est pas américain, ou qui n'est pas anglo-saxon. Et donc, ils ont trouvé ça fascinant, ils ont découvert des tas de choses, ils sont allés se renseigner de partout après, ils ont été vraiment dedans. Et ici, en France, au plus haut niveau de l'État, vous avez pu le montrer à des ministres, au président? Le président, oui, les a vus. Et... alors écoutez, il faut lui demander à lui-même ce qu'il en pense, je ne vais pas parler en son nom. En revanche, le ministre de l'Éducation nationale, ça m'a plus surpris, parce que j'ai plein de gens qui me disent qu'il faut vraiment que les lycéens, les collégiens voient ce film, etc. Il n'a jamais voulu le voir, en tout cas à ma connaissance. On l'a invité, je crois, pas loin de 6 fois à le voir. Et il disait qu'il avait peur des autres distributeurs s'ils voyaient ce film. Moi, ça m'a surpris, parce que je pensais que notre ministre de l'Éducation nationale, ça devait être quelqu'un de courageux. Et là, j'étais surpris. Voilà. Vous l'interprétez comment? Vous avez un début d'explication? J'ai aucune interprétation, j'entends juste qu'il a peur. Et je ne sais pas de quoi, mais voilà. Dans ma connaissance, il n'y a jamais eu aucun distributeur qui ait fait un procès au ministère de l'Éducation nationale pour avoir mis dans sa newsletter un film comme il met des expositions, des films ou je ne sais pas quoi. À ma connaissance, moi j'en sais rien, je ne connais pas tout. Mais c'est vrai qu'avec sa prédécesseur, Madame Borne, il y avait on avait prévu toute une série d'actions qui me paraissent bien naturelles, parce qu'en fait, c'est vrai que je crois que ce qu'on raconte dans ces films est vrai, est juste. C'est pas pour rien que je me suis vraiment inspiré et travaillé avec, je crois, un des meilleurs historiens de la période et de Gaulle. Je crois qu'on est juste historiquement. Et je crois que c'est important, en fait, justement, que... en tout cas, moi, je me suis vraiment adressé beaucoup aux jeunes. J'ai fait en sorte que ce soit un film qui soit accessible sans rien connaître de l'histoire, pour que des gens ne soient pas intéressés et puissent le voir. Et je crois que c'est un film qui s'adresse aux jeunes d'une manière très fondamentale. C'est qu'en fait, le rôle de la jeunesse à cette époque est primordial. C'est-à-dire que la France ne se serait pas redressée sans cet élan de la jeunesse. Le fait que ça soit le premier signe qui a été envoyé au monde entier 6 mois après la capitulation, le tout premier signe qui a été envoyé au monde qu'il y avait des Français qui refusaient l'occupation nazie, c'est pas l'armée qui les a envoyés, c'est pas les notables, c'est pas les élites, c'est des lycéens. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très frappant. Enfin, moi, ça m'a sauté au visage quand je faisais mes recherches. Ça m'a ému, ça m'a touché, j'ai vraiment voulu le montrer. J'ai voulu essayer de comprendre aussi par quel mécanisme ça passe. Pourquoi est-ce que, dans une période où tout va mal, finalement, les forces passent par la jeunesse pour créer quelque chose de nouveau? Il ne suffit pas de le dire. C'est par quel mécanisme ça passe, quel visage incarne ça. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, et puis aussi parce que c'est vrai que c'est important d'avoir accès à notre propre histoire. Vous voyez, par exemple, le CNR,
le Conseil national de la résistance, ça a été la source du contrat social dans lequel on vit encore aujourd'hui. Mais comment il a été constitué? Comment il a été constitué? Alors les historiens, ils le savent. Les gens qui se sont intéressés à la période le savent. Beaucoup de vos auditeurs le savent. Mais je suis pas sûr que nos jeunes le sachent. Voilà. Et c'est intéressant quand même de voir dans quelle urgence, dans quel danger, ce que ça représentait d'arriver à réunir des gens qui étaient tous... Pas d'accord entre eux. Oui, qui étaient des gens d'obédience différentes. Qui étaient tous des chefs de guerre, quand même, des gens qui avaient créé leur propre... je parle pour les résistants, il y avait aussi les parlementaires. Les résistants, c'était des gens qui étaient des chefs de réseau. Donc, qui avaient créé, dans le danger le plus absolu, au péril de leur vie et de celle de leurs proches, qui avaient créé des réseaux de résistance. Donc, c'était des types au caractère trempé. Arriver à les faire s'entendre, c'est incroyable. Sur des sujets fondamentaux. Et ça, c'est Moulin qui a réussi ça. Et en fait, je ne suis pas sûr que les gens le sachent tant que ça dans le public. Je suis pas sûr. Moulin, il est connu à travers du fait qu'il a résisté sous la torture, ce qui est évidemment épique, incroyable, marquant, bouleversant. Mais au-delà de ça, ce qu'il a fait avant ça, c'est intéressant. C'était le plus jeune préfet de France. C'était un type d'une extrême jeunesse qui prend sur ses épaules une tâche incroyable, qui est d'arriver à faire s'entendre sur l'essentiel des gens qui sont fondamentalement opposés et qui ont des caractères très forts. Ça, oui, je trouve que c'est intéressant de le montrer. J'ai une archive à vous montrer, c'est un document qui nous vient de Gallica, les archives de la Bibliothèque nationale de France. Il date du 26 décembre 1945, publié dans l'Ordre, et il y a cet encart au milieu avec ce titre « Bonnier de la Chapelle est enfin réhabilité, mais la proclamation de son innocence ne rend pas la vie aux jeunes patriotes. » Car oui, Fernand Bonnier de la Chapelle, incarné, vous l'avez dit, par Florian Lesueur, est celui qui a peut-être changé le cours de l'histoire en assassinant l'amiral François Darlan, ancien chef du gouvernement de Vichy, qui avait les faveurs des Américains, contrairement à De Gaulle, et qui a changé le cours de notre histoire. De Gaulle n'aurait peut-être pas été le De Gaulle dont on parle aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Et c'est une figure tombée dans l'oubli. C'est surprenant, vous connaissiez ? Je crois que vous pouvez supprimer le peut-être. Je pense que si Darlan, qui n'avait pas les faveurs des Américains, qui a été installé par les Américains... Adoubé par les Américains. Oui. Donc François Darlan, le dauphin de Pétain. S'il n'avait pas été installé au pouvoir par les Américains, s'il ne s'était pas passé quelque chose, il aurait très certainement été au pouvoir aussi après la guerre, et on aurait possiblement, alors après là c'est vrai que ça devient de la politique fiction, on peut imaginer qu'on aurait peut-être anglais aujourd'hui. On peut imaginer en tout cas qu'on aurait vécu dans une dictature militaire type franquiste pendant assez longtemps. Et... Comment vous expliquez que des figures comme lui soient réhabilitées de façon atroce après sa mort, après avoir été... Bonnier de la Chapelle ? Vous savez, ce qui m'a frappé, c'est les deux tombes. La tombe de François Darlan, mort pour la France. La tombe de Fernand Bonnier de la Chapelle, même inscription, mort pour la France. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait deux France. À cette époque-là, début 1943, il y avait deux France. Vous aviez envie de le réhabiliter, vous, parce que c'est un rôle important dans le volet 1 de votre diptyque. Vous aviez envie de réhabiliter cette figure aussi, cet inconnu, illustre inconnu. Ce lycéen, qui était inconnu du cette jeunesse dont public. vous parliez, d'ailleurs. Oui, bien sûr, je pense que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire et de manière totalement ingénue, en fait. De Gaulle parle de lui, il parle de lui dans ses mémoires, il parle de peu de monde dans ses mémoires. Il le qualifie de juvénile fureur. Et c'est vrai que cette impétuosité, ce besoin d'action, c'est quelque chose qui était aussi chez De Gaulle. Alors De Gaulle avait la vision. Fernand Bonnier de la Chapelle ne l'avait pas. C'était un jeune écorché vif. Il avait la fougue. Il avait la fougue, oui, exactement. Je crois qu'il y a un moment comme ça où, quand tout va mal, quand on est, entouré de forces qui nous dépassent, et parfois c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui. Je pense aussi que les jeunes ont ce sentiment beaucoup aujourd'hui. Moi j'ai des enfants, je connais leurs amis, et je sens ce truc des forces nous dépassent, que ce soit sur le climat, que ce soit sur l'intelligence artificielle, qui fait qu'ils ont l'impression qu'ils vont arriver dans un monde où il n'y a plus de travail. On a l'impression quand même de ce colosse qui arrive vers nous, qui est l'histoire. Le besoin d'action, c'est quelque chose qui peut traverser certaines personnes, et quand ça devient collectif, ça change l'histoire. C'est ça aussi la leçon du film. Alors je ne voudrais pas faire de parallèle douteux, mais en voyant ce De Gaulle un peu rebelle de 1940, sa passion, ce caractère un peu fou, un peu déraisonnable qu'on a évoqué, j'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec votre histoire. Après le lycée Louis-le-Grand, vous intégrez Polytechnique, qui est une école militaire. Vous continuez à vous former à Saint-Cyr, école d'officier, puis vous avez une sorte de crise de vocation. Il manque à votre quotidien la philosophie, la littérature, l'histoire. Vous tentez Normal Sup, que vous intégrez avec brio. Vos profs vous prennent même pour un fou. Je crois que vous devez consulter un psychiatre qui va vous dire que tout va bien. Et j'ai vu de la folie gaulienne en vous et dans ce parcours. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? D'abord, je dois rectifier. En fait, j'ai passé quelques mois à Saint-Cyr. C'était dans le cadre
Ouais. C'était mon étoile d'officier, de Tirage, réserve. ouais. Voilà. Donc je ne suis pas Saint-Cyrien. Même si j'ai passé un petit peu de temps à Saint-Cyr et que c'est vrai que c'était une expérience marquante. Alors est-ce que... Oui, alors en fait, si vous voulez, en fait je crois qu'on a tous vécu, et c'est pas moi particulièrement plus qu'un autre, on a tous vécu à un moment ou à un autre de notre vie, et ça peut être aussi dans des domaines très intimes en fait, c'est pas forcément dans le domaine professionnel. On a tous vécu le fait d'être face à quelque chose qui nous paraît important, et contre lequel on n'a pas du tout les clés, en fait, comment faire. On n'a pas la moindre idée de comment faire. Et ce moment-là, ce moment où on se dit, bah, j'y vais quand même, ou alors on renonce, il est, je crois, assez fondateur. Je dirais qu'en fait, là où De Gaulle m'impressionne, c'est le fait d'y être allé, alors qu'il n'avait aucune des qualités requises, encore une fois, et d'avoir tenu tout le temps, d'avoir jamais lâché, et jamais rien lâché. Et je me dis, en fait, c'est là où cette figure de Gaulle, elle m'intéresse, moi, dans ma vie, en fait, comme une leçon. C'est qu'en fait, si on fait ça, face à quelque chose qui est important, on n'est absolument pas sûr d'y arriver. L'échec est tout à fait possible, et honnêtement, l'échec était probable quand De Gaulle s'est lancé dans l'aventure. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que ça va nous grandir, je crois. Ça va Mais nous vous étiez transformer. sûr de quoi, par exemple? Sûr de vouloir faire du cinéma? C'était ça, votre... Par exemple, me lancer dans ce film, j'aurais pu me dire c'est trop compliqué pour moi, etc. vrai. Et je me suis dit j'y vais. Il y a une forme de folie à y aller. Oui, mais je ne sais pas finalement où est la distinction entre la folie et la raison. C'est aussi ce que... Vous savez, moi je suis un grand fan du roman de Cervantes qui est en 2 tomes, Don Quichotte, où justement la folie et la raison s'inversent tout le temps. Les sages en général, les gens qui parlent au nom de la sagesse s'avèrent des fois des fous complets et vice-versa. Des fois c'est le fou, c'est l'ivrogne qui dit la vérité, ou l'enfant. Donc je suis habitué à ça dans ma vie, je suis sensible à la parole des marginaux ou à la voix marginale qui est en moi. Et donc moi j'ai aucun parallèle entre un tel et un tel. Je sais juste que c'est quelque chose auquel on peut tous avoir accès. Mais c'était déjà le cas tout au long de votre parcours, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez été la plume aussi de Dominique de Villepin. Vous l'avez accompagné dans ce discours incroyable où il dit non à la guerre en Irak. Vous avez eu des très hautes responsabilités dans les ministères, dans les ambassades. À ce moment-là, elle est où, votre folie à vous, cette envie de cinéma? Comment vous y arrivez? Comment vous arrivez là? Elle est souterraine, en fait. J'ai très envie de faire des films, et je me suis toujours dit qu'il fallait que je connaisse un peu le monde, en fait, avant de faire des films. D'accord. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je travaille, en fait. Mais c'était au fond déjà là? C'était déjà en vous? C'est vrai, depuis l'enfant, en fait, mes parents ont divorcé très tôt. Et donc, comme beaucoup de gamins, j'étais un peu casanier. Et j'aimais pas trop aller chez mon père. Tout ça, en plus, j'avais pas de chambre, il fallait que je déroule un matelas par terre, machin truc et tout. Donc, j'étais un peu casanier. Et mon père, il a trouvé une astuce. En fait, il a acheté une petite télé. Ouais. C'était pas si fréquent, tout le monde n'avait pas la télé à l'époque. Et il a acheté une petite télé et un magnétoscope. Et on a passé nos vies à regarder des films. C'est pour ça que j'allais tout le temps chez lui après, du coup, parce que je voulais voir des films. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux du cinéma. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie ou dans le cinéma? Ça, c'est dans les compliqué de dialoguer avec moi-même petit. C'est une question rituelle, tout le monde y passe. Ok. Je sais pas, à vrai dire. Je sais pas. Vous lui diriez pas, va dans le cinéma plus vite, va dans le cinéma Je plus dirais vite. démerde-toi. Je sais pas. D'accord, comme ça c'est clair. Ok. J'ai des photos à vous proposer, Antonin Baudry. La première, la voici. Marc Bloch, panthéonisé 82 ans après son assassinat par la Gestapo, historien et résistant, qui a marqué par son témoignage, publié de manière posthume, L'étrange défaite, où il dresse, durant l'occupation, une analyse implacable du désastre de 1939 et de la défaite française, à la fois militaire et morale, face à l'Allemagne nazie. Figure assez peu connue du grand public, là aussi. Est-ce que vous diriez que De Gaulle devrait aller au Panthéon, ou c'est pas sa place? Bah, c'est une question rituelle, parce qu'en fait, bien sûr qu'il devrait aller au Panthéon. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Sauf que lui a dit qu'il voulait pas. Donc ça bloque tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, là aussi, il faudrait faire le pas. Personnellement, si on me demande mon avis. C'est pas à moi de décider. Hein. Ouais. Mais voilà, je pense, oui. D'accord. Vous savez, des fois, il faut tuer le père. Hein. C'est important pour un pays. Une deuxième photo, et il s'agit d'un sous-marin russe, peut-être le connaissez-vous, le Krasnodar, ultra discret, doté de missiles de 2500 km de portée, capable de plonger à 300 mètres de profondeur, équipé d'un revêtement en caoutchouc qui atténue le bruit
qu'il aimait. En décembre 2025, la Royal Navy l'a traqué pendant 3 jours dans la Manche. Et là, je m'adresse au réalisateur du Chant du Loup, passionné par le son et qui nous a fait connaître le monde sous-marin par le son. Est-ce que vous connaissiez ce type de bateau? Est-ce que vous vous intéressez encore à ces sous-marins après le Chant du Loup, après l'aventure du Chant du Loup? Je m'intéresse à toute ma vie. C'est un monde qui m'a tellement fasciné. Je me suis fait tellement d'amis parmi les sous-mariniers. J'ai été accueilli comme dans une famille, honnêtement. Et puis moi, ça me fascine, moi, les sous-marins. Et cet univers du son sous l'eau, du son de manière générale, mais du silence aussi. Je sais pas, et oui, les sous-marins, ça me fascine. Je peux rien y faire. Ça vous inquiète qu'il soit là? Vous savez, c'est pas la première fois qu'il est là, je pense. Et c'est pas la première fois qu'il y a des sous-marins russes qui traînent dans le coin. Il y en a même un qui était connu pour venir faire des croix de Lorraine en face du port de Toulon, un peu par provocation, parce que les Russes aiment provoquer quand même. Donc oui, des histoires comme ça, il y en a plein, elles sont pas toutes connues, mais des histoires de... En plus, il y a un truc que j'aime bien chez les sous-mariniers, c'est qu'il y a une forme de fraternité entre sous-mariniers, mais même entre pays ennemis. Et on le voit d'ailleurs, il y a plein de films de sous-marins dans lesquels on voit Torpille sur l'Atlantique, avec Robert Mitchum. Il y a une solidarité, alors c'est un peu plus complexe, mais il y a cette idée de solidarité entre ennemis, entre adversaires, que je trouve belle, parce que derrière ça, il y a une chevalerie, que l'adversaire, c'est pas quelqu'un qu'on déshumanise, c'est aussi un être humain. Et dans cette période où en fait on a l'impression que tout ce qui nous rattache à l'humanité dans le domaine de la guerre, les conventions de Genève, tout ça est bafoué le plus souvent par les uns et par les autres. Ben moi j'aime bien en fait ces codes de chevalerie, j'aime bien le fait que les humains, même quand par nécessité ils doivent s'affronter, restent des humains et continuent à considérer leurs adversaires comme des humains. J'ai une dernière question qui est en lien avec le décor qui nous entoure. Antonin Baudry, nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus que vous avez envie de défendre ou qui vous parle ou qui vous caractérise, vous, peut-être, ou une autre? Il n'y en a pas qui me caractérise moi, mais il y en a une que je voudrais vraiment défendre, c'est la justice. Je pense que c'est la mère de toutes les autres. Je pense que quand on vit dans un endroit où il n'y a pas de justice, ben en fait, il n'y a pas de société, il n'y a pas de confiance, Et donc il n'y a pas de sagesse, pas de prudence et pas d'éloquence? Ben, il peut y en avoir à titre individuel, mais je pense que... Non, je pense que l'injustice, c'est le pire des fléaux, et que la justice, c'est la plus grande des vertus. Alors on s'arrêtera sur la justice. Merci d'avoir été avec nous pour ce joli moment. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr et en podcast. Merci beaucoup.